pour la conférence de ce midi. Donc aujourd'hui, nous allons avoir Sylvie Thibault qui va venir nous parler des mariages forcés et précoces, recherche et intervention. Alors, je prends quelques temps pour présenter Sylvie. Sylvie est docteur en travail social, professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Elle s'intéresse à la violence conjugale et à la violence faite aux femmes. Ses travaux de mémoire et de thèse ont porté plus spécifiquement sur la violence conjugale dans les couples de même sexe. Elle aborde aussi dans ses travaux et ses enseignements des questions soulevées par l'intervention auprès des clientèles issues de la diversité sexuelle et la recherche en contexte international. Depuis les dernières années, elle travaille sur la question des mariages précoces et forcés en Afrique et plus particulièrement dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Alors, Sylvie. Bonjour. Merci Isabelle pour cette belle présentation. Écoutez, aujourd'hui, je veux prendre quelques minutes avec vous pour vous parler un peu plus d'une expérience qui était en continu. En fait, je voudrais vous parler de comment j'ai été mise en contact avec la problématique des mariages précoces et forcés, d'une part, et comment ce contact-là a changé beaucoup de choses, entre autres différentes facettes de mon identité, à la fois comme intervenante, comme accompagnatrice, mais aussi comme chercheur. Donc, d'abord, je voudrais vous dire que j'ai toujours voulu m'engager à l'international. Et en fait, la première occasion s'est présentée avec un organisme qui s'appelle SACO, qui est le Service d'assistance canadienne aux organismes, qui est un organisme canadien, comme le nom le dit, et qui est en contact avec des partenaires un peu partout dans le monde. Et à ce moment-là, ils étaient en Afrique, au Cameroun, dans la province de l'Extrême-Nord plus particulièrement. Les besoins exprimés par le partenaire, c'est-à-dire l'organisme au Cameroun, étaient d'avoir quelqu'un qui avait des connaissances en intervention et plus spécifiquement une intervention féministe. Donc, à ce moment-là, je répondais à ces critères-là et je me suis donc embarquée pour un premier départ en décembre 2006 vers la province de l'Extrême-Nord au Cameroun et plus spécifiquement dans la ville de Maroua. Donc, premier départ, premier contact pour moi en Afrique, premier contact avec le Cameroun, premier contact avec la LVF, qui est l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes, et premier contact avec l'idée des mariages précoces et forcés. Et je dois avouer que malgré ma formation en travail social, malgré mon cheminement à titre de féministe, il n'y avait rien qui m'avait préparé jusqu'à maintenant à ce que j'allais découvrir à Maroua. Rapidement, quelques mots sur la problématique des mariages précoces et forcés. En fait, je dois dire que c'est très, très peu documenté, surtout du côté francophone. Très peu d'articles scientifiques ont été écrits sur le sujet. Par contre, du côté anglophone, dans les pays africains anglophones, il y a vraiment un effort de documentation. Donc, ce à quoi j'avais accès quand j'y suis allée pour la première fois, c'était un de mes échanges avec ma partenaire là-bas, qui était d'une patience d'ange. C'était des comptes rendus de rencontres avec les femmes. C'était aussi beaucoup des demandes de subventions que l'organisme déposait à différents bailleurs de fonds pour continuer leurs activités. Donc, c'était très peu documenté, vraiment. C'est quoi les mariages précoces et forcés? Eh bien, un peu comme le nom le dit, dans la province de l'Extrême-Nord, et là je spécifie parce que c'est quelque chose qu'on rencontre dans différents pays d'Afrique et dans d'autres pays aussi, c'est pas seulement en Afrique, ça je tiens à le souligner. Et ça se vit de différentes façons un peu partout. Donc, je ne voudrais pas avoir la prétention de vous expliquer ce que sont les mariages précoces et forcés. Je peux vous parler seulement d'un début de connaissance que je commence à avoir après quelques séjours parmi les femmes là-bas. Donc, ce que ça veut dire, c'est que
Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, c'est une région qui est beaucoup plus traditionnelle, où l'agriculture est encore très importante, où il y a de grandes villes, mais jamais aussi développées que dans le sud du pays, pas aussi industrielles. Donc, ça repose beaucoup encore sur la tradition, sur l'agriculture traditionnelle. Donc, un peu plus pauvre aussi. Et lorsque les petites filles arrivent à la puberté, donc autour de 11 ans, et qu'elles ont leurs règles, les parents jugent qu'il est temps pour eux de les envoyer en mariage. Il faut savoir que la scolarisation des petites filles, ce n'est pas quelque chose qui est encouragé. Donc, les petites filles sont alors envoyées en mariage. L'extrême nord pratique encore la polygamie. Donc, les petites filles peuvent se retrouver troisième ou quatrième épouse dans une famille, une grande famille, dans laquelle elles connaissent parfois personne. Elles sont assez isolées et on attend d'elles qu'elles remplissent les tâches d'une épouse, c'est-à-dire qu'elles soient conjointes, épouses, mères. Elles ont des grossesses assez tôt. Et qu'elle s'occupe de la maison et donc des besoins aussi là, des enfants et du mari. Ça veut dire aussi que la petite fille est informée parfois à la dernière minute de ce qui va lui arriver. Parfois pendant les vacances, je dis de Pâques, là, mais il y a un congé là, en début avril habituellement, là, où pour les chrétiens, oui, c'est Pâques, mais pour les musulmans, ça ne l'est pas. Mais ils se retrouvent parfois aux vacances d'été où on leur apprend que, bon, la semaine prochaine, il y aura lieu le mariage et c'est tel monsieur et tu t'en vas. Donc, c'est un contexte qui m'était, mais franchement, complètement étranger. Bien entendu, comme j'ai souligné rapidement, le fait de vivre des mariages précoces et un mariage précoce, pour les petites filles, ça a des impacts importants. Ça a des impacts sur leur santé. Sur l'isolement de ces enfants-là. Il y a des signes dépressifs. Il va y avoir aussi tout un ensemble de choses qui entourent les mariages précoces et forcés. Parfois, les petites filles peuvent être répudiées après quelques années. Ça veut dire qu'elles sont comme divorcées, mais laissées elles-mêmes. Elles ne peuvent pas retourner dans la famille. Donc, elles se retrouvent seules, parfois avec 1, 2 enfants en très bas âge dont elles doivent prendre soin. Donc, ça ouvre la porte aussi sur des moyens de survie, dont, entre autres, la prostitution, qui ouvre la porte ici à des problèmes de santé physique et sexuelle, des infections, VIH. Je ne vous ai pas parlé non plus des grossesses en bas âge et des décès à l'accouchement. Donc, vous voyez, là, c'est ce que j'appelle au sens d'une vraie problématique, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait que les petites filles soient envoyées en mariage, c'est un ensemble de conséquences et d'impacts qui ont des répercussions sur la petite fille, mais sur l'ensemble de la famille et bien sûr de la population. Donc, que fait la LVF dans ces situations? Eh bien, l'intervention, c'est beaucoup autour de l'accompagnement, bien entendu, de l'accueil des petites filles, des femmes, parce que les mariages se répètent. Si la petite fille est répudiée, elle peut retrouver un autre mari à 14, 15 ans et continuer comme ça, parce que c'est le moyen, d'une certaine façon, de survie. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas accès à la scolarité. Donc, elles n'ont pas accès à avoir un emploi bien rémunéré, à l'autonomie financière. Et il y a un ensemble de traditions aussi qui font en sorte qu'elles n'ont pas de droits en tant que telles. Donc, l'accueil, l'accompagnement, les rencontres avec les familles aussi, mais elles font, la LVF, aussi de la formation auprès de ces femmes-là, de ces petites filles-là, sur la santé sexuelle, entre autres. Elles vont accompagner aussi les petites filles, les inciter à retourner en classe quand c'est possible. Elles vont payer la scolarité. Elles vont les accompagner ou s'assurer qu'elles sont dans des maisons, soit chez une tante ou peut-être parfois même à l'extérieur de la ville, pour s'assurer qu'elles sont en sécurité. Elles utilisent aussi comme outil d'intervention le plaidoyer, ce qui fait en sorte que les femmes deviennent des agentes multiplicatrices qui vont s'insérer, je dirais, dans une politique plus
plus directes. Elles vont aussi former des femmes pour devenir députées. Donc, vous voyez, l'intervention à la LVF, c'est à tous les niveaux. C'est oui individuel, c'est oui de groupe, mais c'est aussi communautaire. Et ça a une action politique et militante de longue durée et de très, très longue durée. Donc, je reviens à mon parcours. Premier contact, premier choc culturel. Premier choc culturel vraiment très important. Mais aussi, premier contact avec un discours féministe, avec une réalité féministe, une vision qui me rejoignait intimement, mais qui avait des ancrages, bien sûr, culturels fort différents. Dans le discours de mes partenaires, de mes amis, maintenant que je dois dire, on avait donc une analyse commune. Après ce premier séjour, je reviens au Canada et malgré une absence physique de presque 4 ans, nos collaborations vont toujours continuer. On fait des allers-retours. Aïssa, ma collègue là-bas, vient à quelques reprises. On parle de différents projets, on rêve de pouvoir retravailler ensemble, mais chacune de notre côté avec nos obligations. Moi, mon parcours comme doctorante, etc., ça n'a jamais été possible de retourner avant 2011. Mais déjà en 2009, quand j'arrive ici à l'UQO, on met en place une entente pour que des étudiantes en travail social puissent aller faire des stages à l'international au Cameroun au sein de la LVF. Je retourne en en octobre 2011, et là, j'apprends que le Canada se retire du Cameroun. Je vous rappelle mon engagement avec SACO, qui est un organisme canadien financé par l'ACDI. Et dans ces années-là aussi, le président Biya a été réélu sur la base de données qui avaient été, je dirais poliment, interprétées. C'est-à-dire que le président Biya, pour assurer sa réélection, voulait donner une image de progrès, une image d'amélioration des conditions de vie des Camerounais en général, et surtout des femmes. Et donc, à partir de ces chiffres, à partir de cet état, de ce constat, le Canada a jugé qu'il n'était plus nécessaire d'être en soutien au Cameroun et pour de toutes sortes d'autres raisons, a décidé de retirer ces organismes du Cameroun pour se concentrer sur l'Afrique de l'Ouest. Panique à bord, parce que c'était le moyen pour moi d'être en contact et de pouvoir aller de façon régulière prêter un coup de main sur des projets ad hoc avec les femmes là-bas. Et donc, je n'ai plus cette porte d'entrée-là pour continuer mon travail avec la LVF. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que Aïssa est arrivée ici en mars 2012 et on commence à avoir l'idée de pouvoir vraiment documenter ce qui se passe en lien avec les mariages précoces et forcés et surtout de faire un profil des femmes et des petites filles qui fréquentent l'organisme, qui demandent des services. Alors, on a eu ce projet fou de faire ça avec les moyens du bord et à l'été 2012, je pars pour 2 mois et demi et c'est ce que je fais. Je m'installe avec les dossiers accumulés depuis 2005 et je documente les mariages précoces et forcés, ce que les femmes ont demandé, ce qu'elles ont reçu comme service, ce qu'elles ont comme besoin. On a rencontré des femmes, on a fait des entrevues, on a rencontré des intervenantes, parce que ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce qui se fait réellement, comment on accompagne ces femmes-là avec les obstacles, avec les barrières qu'on vit au quotidien quand on est femme dans l'extrême nord du Cameroun et qu'on vit dans une situation qui m'apparaissait pour moi sans issue. On a des petits résultats préliminaires juste en faisant un peu des entrevues et de parler aux intervenantes et on se rend compte qu'il y a différents éléments qui nous sautent aux yeux et auxquels on ne peut pas s'échapper. D'abord, la langue. Les femmes qui consultent, elles parlent le fulfulde. Le mien n'est pas du tout à point, je peux vous l'assurer. Ça ressemble à rien, le fulfulde.
Donc, on avait une barrière là importante. On devait rencontrer alors des femmes qui parlaient uniquement le français. Mais comme je vous l'expliquais, les femmes sont peu scolarisées. Les femmes qui sont dans les mariages précoces et forcés, on les a souvent retirées très tôt à l'école. Donc, et c'est à l'école qu'on apprend le français. Donc, vous voyez, déjà, il y avait un obstacle important. Deuxième obstacle, les intervenantes qui nous mettaient en contact avec les femmes voulaient vraiment me faire plaisir, voulaient vraiment, vraiment me faire plaisir. Et donc, on s'est aperçu qu'elles préparaient les femmes à répondre à nos questions. Donc, on se retrouvait avec un peu des formules déjà en boîte, vous voyez. Donc, les femmes, pour nous faire plaisir, avaient presque préparé l'entrevue d'avance et donc, c'était difficile pour elles de sortir de ces boîtes-là. Il faut dire que c'était, et c'est après que j'ai compris, c'est aussi basé sur un fait culturel très important qu'on appelle le poulakou. Pour beaucoup de femmes, et principalement les femmes peules de cette région, parler d'elles-mêmes, parler de ce qu'elles ressentent, parler de ce qu'elles vivent, c'est pas commun, c'est pas possible, surtout pas à une blanche étrangère qui arrive, universitaire, etc. Donc, elles avaient déjà une idée de moi très, très bien organisée et pour elles, quand j'essayais de sortir là, des questions et de m'approcher un peu plus d'elles, c'était vraiment très difficile parce que le poulakou leur interdisait cette façon d'être socialisée. Et elles parlaient comme ça. J'avais à peine à les entendre. Donc, plusieurs obstacles se sont posés à nous. L'autre chose qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'on n'avait pas tous le même langage commun, c'est-à-dire sur la violence faite aux femmes. Et donc, par la suite, à mon dernier passage en mars, qui a suivi cette recherche-là, on s'est mobilisé pour faire de la formation. On a mis de côté nos résultats de recherche, on a mis de côté l'analyse de tout ça. Ce qui nous semblait le plus important, et c'était ce que me demandait la LVF, c'est qu'on mette en place 3 formations. Une formation avec les acteurs sociaux, c'est-à-dire les imams, les juges, les avocats, les policiers, les intervenants dans les services sociaux, tous ceux qui gravitent autour des femmes qui vivent les mariages précoces et forcés et qui sont des portes d'entrée, autrement dit, dans le système, ou qui sont des réponses sociales quand elles demandent de l'aide. Donc, on a rassemblé ces gens-là, on a fait une formation, on leur a parlé du féminisme, on leur a parlé de la violence, on leur a parlé de ce que vivaient les femmes. Et ils ont été tous très ouverts, à ma grande surprise, très touchés. Donc, déjà là, on avançait parce qu'on avait un peu plus la même vision de ce que c'était la violence, que c'était les mariages forcés et ce qu'on pouvait faire pour les femmes. Ensuite, on a rencontré des intervenants qui sont dans les écoles, qui font les brigades de dénonciation. C'est-à-dire que la LVF a mis dans les écoles des gens qui sont des portes d'accueil, en fait, pour les petites filles qui vivent les viols et l'inceste et qui peuvent dénoncer, qui peuvent être entendues, qui peuvent être soutenues dans des démarches. Donc, avec eux aussi, on a travaillé. On a fait des formations, on leur a donné des outils pour accueillir les petites filles et pour regarder la situation autrement. Dernier groupe, on s'est fait plaisir, on a travaillé avec les intervenantes. On a parlé d'intervention féministe, on a parlé de violence, on a parlé de notre posture comme intervenante, d'accueil. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour développer les services de la LVF aux femmes. Donc ça a été un bloc qui m'a permis, comme intervenante, comme formatrice, comme accompagnatrice et aussi comme chercheur, à m'approcher un peu plus de cette réalité-là, d'en comprendre, je dirais même juste les contours et de m'apercevoir surtout à quel point c'était complexe. Finalement, ce que ça a permis de faire aussi, c'est de s'asseoir avec ma complice, ma collègue Aïssa, et de se donner la permission de rêver à un grand projet de recherche auprès des femmes de la population en général,
pour documenter en fait ce qu'elles vivent. Parce qu'une des choses aussi qu'on s'est aperçu, c'est qu'elles font un bon travail à la LVF. Ça veut dire qu'elles documentent, elles donnent de la documentation aux femmes, elles vont les informer, elles vont les former. Mais donc, les femmes que j'ai rencontrées, elles avaient déjà une connaissance différente ou un regard différent sur leur vécu et de la façon dont elles l'interprétaient. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est de rencontrer des femmes dans la population qui n'ont pas ce filtre-là, qui n'ont pas le filtre à LVF et qui nous parleraient de leur vécu. Et donc, c'est ce que je m'apprête à faire à partir de septembre 2014 jusqu'en mars environ 2015. C'est de vraiment me plonger à la fois dans des cours de full day, mais aussi dans le vécu de ces femmes-là pour vraiment bien documenter, pour bien comprendre ce que les femmes vivent et ce que surtout on peut faire pour répondre aux besoins des femmes parce que je me rends compte à quel point c'est complexe. Et ça m'amène à conclure sur une dernière chose. Je vous ai parlé de mon parcours comme formatrice, comme intervenante, comme chercheur, mais il y a aussi la féministe qui a été fortement confrontée à la façon dont on répondait aux femmes là-bas, dont on percevait la responsabilité des femmes dans leur situation et comment on mettait en place les services et les réponses sociales. Et c'est là que j'ai eu besoin de toute mon humilité pour comprendre et pour vraiment m'ouvrir à une autre façon de voir les choses qui est fortement influencée par la tradition et par, je dirais, le vécu des femmes africaines. Donc, oui, je pensais qu'au départ, on avait des bases, et c'est le cas, mais on cherche encore une façon ou un modèle d'analyse féministe, basé sur l'approche féministe, qui puisse vraiment tenir compte de l'ensemble de nos préoccupations. Je dirais à la fois moi comme chercheur, mais aussi chez elles comme femmes africaines qui sont aux prises avec les mariages précoces et forcés et combien d'autres éléments dans une problématique qui est très complexe. Voilà, merci.